C'est ultra simple, ultra simple. Et alors là, vous avez une sinusoïde tension, une sinusoïde courant. Vous pouvez faire varier la phase comme vous voulez, l'amplitude, la fréquence comme vous voulez, avec des petits curseurs et sur un truc graphique, et on voit ça magnifiquement bien. Vous voyez le genre de crasse qu'on peut ramasser à certains moments? Un peu coquin, hein? Danger. Des charges peuvent apparaître comme capacitives à certaines fréquences et inductives à d'autres. Ben oui, c'est évident, ça. Mettez une self et un condensant en série. Donc ce qu'on avait en fait, c'est la cabine électrique mettait à la Terre son neutre, et puis hop, ça revenait par l'arbre vers la phase. Et comme par hasard, l'endroit où étaient les cochons, c'était juste sur cette ligne-là. Bon, ben, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Thierry, ON5 Tantémilly. Je suis très content de revenir à Liège parce que j'ai fait partie de la section de Liège pendant un bon bout de temps. À l'époque où, dans les années 70, hein, c'est vieux, hein, ça. À l'époque où c'était encore à Saint-Laurent que ça se faisait, hein, pour ceux qui ont connu. Et ça me rappelle tout un tas de noms et d'indicatifs, Kiki, ON4BH, etc. Et alors, j'étais tout content de retrouver notre ami Francis, ON5RY. Où est-ce qu'il se cache? Il est là, hein. On en a vu et fait des choses ensemble au wagon, aux croisettes, les opérations Relone, etc. Ça fait des souvenirs. Et alors, on s'est trouvé confronté, il y a de ça 25 ans déjà, à des problèmes de disjoncteurs différentiels qui sautent, on ne sait pas trop pourquoi, d'équipements électroniques qui déconnent, on ne sait pas trop pourquoi. Hein, bon. Et alors, j'ai fait la connaissance d'un ingénieur allemand, Karl-Heinz Otto, nous sommes devenus de très très bons amis, qui lui a fait des présentations un peu dans ce style-ci. Je dirais que la présentation, le fil rouge de la présentation, c'est de lui que ça vient. Hein? Donc un grand merci, c'est un excellent copain. Il m'a donné des tuyaux pour les fréquences en dessous du 100 Hz ou du 200 Hz. Moi, je lui ai donné des tuyaux pour la haute fréquence et on s'entend superbement bien. Voilà. Donc ici, la présentation en question, c'est une présentation qui en principe est prévue non pas pour des radioamateurs, mais pour plutôt des électriciens ou des clients qui ont de gros problèmes. Et vous allez voir qu'il y a tout un tas d'exemples. On est encore en train d'en vivre un pour le moment, c'est pas terminé. Hein, que c'est tuyaux électriques. C'est pas trop. En fait, c'est de tout ça, ce dont nous allons parler. Alors, on parle des nouveaux consommateurs électriques. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux consommateurs électriques? Je dirais, grosso modo, c'est ceux qui ne pèsent pas lourd. Transfert de votre charge de votre GSM, si c'est un vieux clou, ça fait bien 150 à 200 grammes. Si maintenant c'est un truc qui fait 30 grammes, vous risquez d'avoir des ennuis, de créer des ennuis avec. Bon, ce n'est pas un seul transfert qui va embêter beaucoup de monde. Hein. Alors, désolé, il va y avoir des démonstrations, mais il y a un câble, je ne sais pas, quelque part, mais un câble qui sert simplement à prendre du 230 volts et à amener ça ici. C'est le câble classique avec les 3 pinoches plates en triangle. Là. Ouais, je ne sais pas. Si quelqu'un peut aller en chipper un quelque part, ce serait... La cafetière n'est pas équipée de ça par hasard. Ma cafetière, elle est équipée de ce truc. Non, elle est attachée. Mais on va quand même se débrouiller, vous allez voir, on va voir des choses qui sont quand même un petit peu surprenantes. On va revenir aux bases de l'électricité. On ne va pas faire des choses très compliquées. Justement, loi d'Ohm et alors loi de Kirchhoff. Quand on parle d'Ohm, les gens comprennent encore un peu. Quand on parle de Kirchhoff, tout le monde fout le camp en courant. C'est vrai que c'était particulièrement casse-pied. Hein. Tout emmerdant. Hein. Quand il y avait un exercice et qu'il fallait faire ces petites boucles, ras-le-bol, quoi. Donc, les nouveaux consommateurs électriques, où est-ce qu'elle est celle-là? Voilà. Les régimes de terre. Très important, les régimes de terre, parce que la Terre, on se dit que c'est une poubelle dans laquelle on peut lancer tout ce qu'on veut, etc. C'est de la vaste blague, et nous allons voir pourquoi et comment. Hein. Et puis alors, le point important, c'est « et vous ».
quels sont les ennuis que vous allez avoir grâce à ça. Alors bien entendu, quand on parle d'électricité, avec des gens qui sont dans l'industrie, les grosses cabines électriques, etc., j'ai travaillé pas mal aussi avec les établissements Heinen de Köthenitz, qui sont pas si loin que ça, qui sont des gens comme ça, et on vous sort directement les lois humaines, le règlement général des installations électriques. Très important, le règlement général des installations électriques. Très important, tout un tas de bonnes choses dedans, mais il y a aussi un peu quelques conneries. Hein. Bon. Les normes, standardisation, hein, une norme Sénélec et un machin chouette, etc. J'ai travaillé pendant quelques années dans la normalisation. Les labos de certification, où là vous êtes dans un truc tout à fait fermé, vous faites les mesures avec des équipements très précis, etc. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Donc, on est prisonnier des textes légaux, parfois techniquement dépassés, et on effectue des mesures en laboratoire. Nous, ce qui compte pour nous sont les lois de la physique. Parce que ce n'est pas des individus qui pondent des textes. Les lois de la physique, elles existent, elles sont là. On se contente de les découvrir, c'est tout. Humblement, de préférence. Hein. Mais maintenant, il y a des gens qui sont des malades des textes. Hein. Vous savez, par exemple, les juristes. Hein. Vous allez voir, d'ailleurs, j'aurais pu venir ici avec beaucoup plus de très beau matériel. Mais en 2020, on me l'a volé. On m'a volé pour 35 000 € de matériel. Rien qu'une valise Fluke, il y en avait pour 8 000 € là-dedans. Bon, on m'a piqué ces trucs-là. C'est seulement en juin de cette année, on a compris que tout le matériel avait été retrouvé, qui était au greffe du tribunal. Et en juin, l'erreur m'a dit, mais vous allez voir, je vais vous faire un mot pour aller voir, etc. Et vous pourrez récupérer votre matériel. Après 4 coups de téléphone et 4 emails, je n'ai toujours pas eu l'autorisation d'aller voir mon matériel. Je dois vous dire que la justice, hein, merci bien. Bon, alors... Les lois de la physique, on ne les fabrique pas, on les découvre. On travaillera donc par des mesures sur le terrain, nous, pour détecter les problèmes et aider à les résoudre. Les équipements de mesure sont évidemment différents et les méthodes de mesure aussi. Alors on va avoir des équipements de mesure dans certains cas qui sont d'une simplicité biblique, des trucs tout bêtes, mais vraiment tout bêtes, que tout le monde a chez lui. Hein. L'électricité peut être fortement polluée de l'extérieur par le fournisseur. Alors vous croyez que vous recevez chez vous à bout 50 cycles? Magnifique. Ben déjà, on le sabote un tout petit peu pour transporter des informations intelligentes. On vous envoie de temps en temps du 175 Hz là-dessus. Oh, seulement avec 2 volts efficaces. Et c'est ça qui sert, entre autres, ça s'appelle Pulse à 10, c'est ça qui sert, entre autres, à faire passer votre compteur de jour à nuit, allumer l'éclairage public et tout ce genre de trucs-là. Mais ça, c'est encore rien. Parce qu'il y a toutes les crasses qu'on vous envoie parce que votre voisin pollue le réseau. Bon. En général, malgré tout, on n'a pas trop à se plaindre. Donc, distorsion en tension, des surtensions, c'est le cas chez moi souvent, des chutes de tension, ben c'est l'inverse. Le papillonnage, c'est quand on voit les loupiottes qui ont l'air de... Un petit peu. Et ça, c'est humain, parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, la norme, c'est quand 8 personnes sur 10 voient le papillonnage, on considère qu'il y en a. Et puis alors, des équilibres de tension, puis la norme EN 50-160, norme Sénélec, norme européenne, c'est une protection, elle te protège 6 jours sur 7, et le 7e jour, si on t'envoie des tas de crasses dans le réseau, tu es quand même dans la norme. De l'intérieur, c'est l'art de se tirer dans le pied, et c'est là où on fait. Pollution créée en interne, déséquilibre général des sous-harmoniques. Oublions ça, c'est extrêmement rare, mais il faut le citer. D'électronique qui génère des harmoniques, là, on est en plein dedans. Électronique générant des courants des fréquences plus élevées, on est en plein dedans aussi, et manque d'immunité par rapport à ces pollutions, on fait tout ce qu'il faut pour qu'elle aille se balader partout, ce sont les pontages entre PE, Protective Earth, and Neutral. Ce sont les pontages entre terre et neutre. Beaucoup d'électriciens, quand ils voient un fil bleu, un fil jaune et vert, il faut qu'ils les mettent ensemble. C'est une énorme gaffe. Ça doit être fait éventuellement, pas obligatoirement, en un et un seul point dans tout le système. Un seul, pas deux. Alors, retour aux sources, les champs électriques. Alors, nous avons des charges électriques. Alors, dans le cas le plus simple, c'est un proton et un électron qui tournent autour, si on peut dire. Hein. Mécanique quantique dit que ce n'est pas vraiment un truc comme ça, mais enfin. Alors, ces charges, l'électron, c'est négatif, parce que le proton, c'est le plus gros des deux. Bon, on dit ça, c'est le positif. C'est une charge qui a une certaine valeur, et qui font que l'électron et le proton et le neutron vont s'attirer. La charge, le niveau de charge est identique, à part qu'il y en a un qui est juste l'opposé de l'autre. Mais c'est identique à je ne sais combien de virgules près. Si ce n'était pas le cas, nous n'existerions pas.
Pas compliqué. Le monde n'existerait pas. Alors, on a le vieux truc, hein, ceux de même signe se repoussent, ceux de signe contraire s'attirent. Alors, ça peut paraître curieux, oui, mais jusqu'à quelle distance? Eh bien, un électron qui se balade ici quelque part, de l'autre côté de la galaxie ou dans une autre galaxie, il y a une influence entre les deux. Évidemment, elle est microscopique. Mais elle existe, c'est vrai. Et ça, en fait, nous allons voir plus tard que ce sont les électrons qui se repoussent, c'est ça qui va créer le courant électrique. Bon. Alors, nous avons ici, par exemple, un barreau conducteur, parce qu'on va s'intéresser, nous, uniquement aux électrons, parce que les charges, il y en a d'autres que les électrons, mais c'est le seul qui nous intéresse, et on va s'intéresser beaucoup au cuivre, parce que c'est celui qu'on utilise beaucoup. J'ai un barreau ici dans lequel j'ai un surplus d'électrons. J'ai un barreau dans lequel j'en ai pas assez, donc il va y avoir une attirance pour que les électrons sautent dans l'autre, mais en temps normal, il ne sait pas sauter. Il n'y a pas assez que pour créer un arc, à dire je passe de l'autre côté. Entre les deux va se trouver une région qu'on appelle un champ, le champ électrique. Alors un champ, c'est simplement une région. Un champ, si vous allez vous balader dans les champs, vous baladez sur un terrain. Hein. Et ici, c'est un champ à 3 dimensions. Et dans le champ lui-même, il n'y a rien. Ça peut être le vide, ou dans certains cas de l'air, ou certains matériaux. Bon. Mais le champ, c'est une zone de l'espace. Si on amène une charge électrique, elle va être attirée ou repoussée par quelqu'un d'autre. On mesure le champ par des volts par mètre. Et c'est important, parce que vous allez voir plus tard, quand on va parler de l'impédance du vide, on va dire, mais ils sont fous ces gens-là. Donc ça, c'est... Alors, nous avons maintenant des charges. Donc ici, ce sont des charges qui voudraient bien se déplacer, mais qui n'y arrivent pas. Alors, on peut avoir un champ non homogène, comme ici, ça va être de plus en plus faible, plus loin on va. Et alors, ici, bon, ça fait vachement penser à un condensateur, ce truc, le champ entre les deux est homogène. Il arrive en laboratoire que pour créer un champ homogène, on met de grandes plaques, et comme par hasard, à 1 mètre l'une de l'autre, et qu'on essaye de voir ce qui se passe entre les deux. Alors, dans la nature, ça existe. Hein. Par exemple, actuellement, si vous sortez dehors, vous avez un champ vertical qui se balade aux alentours de 500 volts par mètre. Parfois un peu plus, parfois pas. En cas d'orage, ça peut monter jusqu'à 20 kV par mètre. Vous direz, moi je fais à 1,70 m ou 1,60 m, je devrais être électrocuté. Mais non, parce que tout subit la même chose. C'est comme si je mets ma main dans l'eau, hein, ou bien non, je mets ma main ici, j'ai la pression atmosphérique là-dessus, 1 kg par centimètre carré à peu près, ça devrait écrabouiller ma main. Mais non, parce que il y a le retour aussi. Oui, mais ça devrait écraser la main. Non, parce que via ma respiration, etc., l'intérieur du corps est à la même pression. Donc, OK. Les champs d'origine humaine, ça, bon, la bonne vieille ligne électrique, hein, où les fils sont très écartés l'un de l'autre, bon, il y a des champs qui sont mesurables en dessous. Une protection est très simple, c'est la cage de Faraday. Le gars qui est ici dans la boule, lui, sans rien. Sans rien du tout. On prétend souvent, entre autres dans la presse, qu'une cage de Faraday, ça protège des champs électromagnétiques. Non, ça protège des champs électriques. Si j'ai une boule en cuivre ici, eh bien, si je mets un aimant ici, un aimant à l'intérieur, pas contre les champs magnétiques. Enfin bon, ça c'est pour la petite histoire. Les champs magnétiques, c'est naturel ou généré. Nous, on va nous intéresser aux champs générés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand une charge électrique se déplace, elle crée autour d'elle un champ magnétique. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est un petit peu comme, je dirais, quelqu'un qui roule vite et qui a le pied sur le frein. Il commence à freiner. Plus la voiture freine, plus mon pied va pousser dessus. Jusqu'au moment où je suis arrêté, elle ne va plus freiner du tout. Je pourrais repartir. Eh bien, l'électron crée un champ magnétique dans lui-même, dans la loi de Lenz, bien connue, hein, dans lequel il va se freiner lui-même. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ce champ, en fait, il tourne autour du barreau dans lequel, le fil de cuivre, qui nous intéresse ici, dans lequel ça se mesure en ampères par mètre. Okay? Donc, il y a une liaison entre les deux. Alors, on va parler de flux magnétique, etc. On parlera tout à l'heure de milligauss et de microtesla. Et bien, la même chose, nos bonnes vieilles lignes à haute tension créent aussi, en dessous de la ligne, un champ magnétique. En fait, ce champ, il agit jusqu'à des milliers de kilomètres à distance. Hein. Mais il est devenu tellement faible qu'on pourrait le calculer, mais on ne va pas s'amuser à faire ça, parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Il y a tout un tas d'autres générateurs de champs magnétiques qui viendraient nous perturber. Alors, les protections contre les champs magnétiques, c'est nettement moins simple. Anciennement, dans les tubes cathodiques, imaginez les tubes d'oscilloscope.
un cône en métal autour, ça coûtait la peau des fesses. Quand vous aviez les téléviseurs couleurs avec encore de grands écrans, là, il y avait les systèmes de démagnétisation, c'était très chipot. Heureusement, maintenant, avec les écrans plats, ce genre de truc ne se présente plus. Pour mémoire, les champs électromagnétiques, ça nous, en tant que radioamateur, ça nous intéresse. Champs magnétiques et électriques combinés. Alors, leur relation mutuelle est décrite dans les équations de Maxwell. Alors, on ne va pas les voir, les équations de Maxwell, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont la même fréquence, ils ont la même phase. Le champ électrique et le champ magnétique sont orthogonaux, c'est un mot très chic pour dire qu'ils sont perpendiculaires. Ils se propagent perpendiculairement au plan des deux précédents. L'intensité relative décrite par l'impédance du vide, 120 piohms. Parce qu'en fait, à une certaine distance de ce qu'il a généré, la relation entre les volts par mètre et les ampères par mètre, ça devient 120 fois pi. Comme par hasard, pi, on le retrouve partout. Et comme on fait des volts par mètre comparés à des ampères par mètre, on nettoie les mètres et on a volt sur ampère, c'est une impédance. L'impédance du vide, en physique, ça existe, ça a un sens, plus exactement. Alors, on peut convertir de l'électricité en champ électromagnétique via une antenne et vice-versa. Je crois que quelqu'un a fait une très belle présentation là-dessus il y a quelque temps. Aujourd'hui, on veut considérer uniquement les fréquences en toutes 30 kHz, 40, 50 kHz. On peut raisonnablement considérer à ce moment-là que ces deux champs sont indépendants. Ce n'est pas vrai, mais on fait comme si. Hein, quand on était petit, on racontait, on disait que, on disait que. Aujourd'hui, on va parler d'harmonique, de comptage terre-neutre pirate et de tous les emmerdements que ça peut nous amener. Alors, prenons le bon vieux temps. On a une tension idéale sur un réseau triphasé. Donc, on a 3 sinusoïdes décalés de 120 degrés. C'est propre, il n'y a pas d'harmonique, c'est magnifique, c'est superbe. Alors, on a 3 charges monophasées qu'on va mettre dessus, qui sont résisto-inductives, ou même l'idéal c'est résistive, et qui sont égales. Le courant dans le neutre, vous voyez ce que c'est le neutre? On va faire des petits croquis. Il n'y a pas un tableau quelque part? Non, pas grave, on va se débrouiller. Le courant dans le neutre est nul. Alors vous parlez des électriciens, le courant dans le neutre, il est toujours nul, n'est-ce pas, monsieur? Ben, oui, d'accord, s'il est nul, pourquoi est-ce qu'on met un fil? Ça coûte cher, un fil, ça coûte cher, le cuivre. Oui, mais enfin, bon. On parle de courant homopolaire. Alors, ici, ah zut, j'étais là. Alors, les temps changent, ben ça on le sait, on s'en rend compte, surtout nous les plus vieux. Les consommateurs électriques aussi, on a de plus en plus de consommateurs électroniques qui sont ce qu'on appelle non linéaires. Et maintenant, ils génèrent des harmoniques. Qu'est-ce que ça marche? Alors, la loi d'Ohm n'est plus suffisante ici. Ça ne marche pas. On entre un phénomène assez étrange où parfois on parle de résistance négative. Oh, chouette, une résistance négative. Négative, ça veut dire que c'est une résistance qui fabrique de l'énergie, ça, non? Ben non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce n'est pas une résistance qui est à proprement parler négative, mais les variations de résistance ne vont pas dans le sens dans lequel c'est habituel. Il y a des moments où on augmente la tension et le courant diminue. J'augmente encore la tension, le courant diminue. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est un peu bizarre. On va y venir. Donc, cette résistance négative, alors, on parle ici de courants de forme complexe. On va avoir des courants forcément. Si ce n'est pas linéaire, ça veut dire que plus linéaire, c'est si je double ma tension, je double mon courant. Je triple ma tension, je triple mon courant. Et ici, dans certains cas, d'une part, doubler, c'est toujours doubler, tripler, c'est seulement fois 2,5. Et puis, à certains moments où j'augmente encore et le courant diminue. Typiquement dans le par exemple. Donc, on parle de courants de forme plus complexe et non sinusoïdale. On va appeler un certain monsieur Fourier, Jean-Baptiste de son prénom, au secours. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Fourier? Tout signal répétitif, que ce soit électrique, que ce soit mécanique sonore, peut être composé à partir d'une somme de signaux sinusoïdaux dont les fréquences sont des multiples entiers de la fréquence de répétition. What is that? Ça dit simplement que si j'ai un signal sinusoïdal carré, j'ai une belle sinusoïde. Si j'ai un signal carré à 50 Hz, eh bien, ce sera la somme d'une sinusoïde à 50, plus quelque chose à 150, plus quelque chose à 250, et ainsi de suite, ça peut aller très loin. C'est ça ce qu'il nous dit, M. Fourier. C'est tout. D'un point de vue sonore, c'est ce qui va faire, par exemple, que si vous allez dans des fréquences audio très élevées,
un son de trompette continue ou un son de violon continu, vous n'allez plus pouvoir vous rendre compte que ce n'est pas la même chose. Parce que ce qui va caractériser la trompette et le violon, c'est la richesse des différentes harmoniques qu'il y a. Mais comme nous sommes supposés entendre jusque 20 kHz, ce qui n'est pas vrai, à nos âges, on est plutôt dans les 8, 10, 12, si j'envoie une note à 8 kHz, la première harmonique ne peut se passer qu'à 16, je ne l'entends pas. Donc, celle de la trompette et celle du violon, pour moi, ça me paraît la même chose. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on entend des femmes chanter très aiguës, on comprend beaucoup moins ce qu'elles racontent. Parce qu'elles sont capables de chanter aigu et on perd des harmoniques. Bon, et ici, ça va être la même chose, mais d'un point de vue électronique. Compliqué, c'est pas tellement. Voyons un petit exemple ici. Alors voilà, ici, j'ai un signal triangulaire. Qu'est-ce que je raconte? Il faut d'harmonique pour le rendre. On a ici donc un signal à 50 Hz, qui est tout ce qui est de plus vulgaire, et je demanderai simplement de vérifier un petit peu ceci. Ça y est. Qu'est-ce qu'il lui prend encore à ce con? Ah, ouf. Ici, je synthétise un signal 100 mA, true root mean square, on verra plus tard ce que c'est, et la fondamentale, c'est 99 mA. D'accord? Pour ne pas dire ça. Je vais rajouter maintenant un petit peu d'harmonique 3. Remarquez bien que mon signal sinusoïdal, il est toujours là. Mon harmonique 3, elle est là et elle est choisie avec la bonne phase, hein, pour la raison de la démo. Et mon signal ici, ceci devient un petit peu plus plat, un petit peu plus linéaire, et ceci gonfle un petit peu. Remarquez bien, toujours et ampères au niveau. C'est possible ça? Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible, parce qu'à certains moments, on parle ici de valeur efficace. À certains moments, vous allez avoir, quand le signal de base monte, vous allez avoir l'harmonique qui descend. Donc ça va se compenser sur le plan instantané. On va rajouter un petit peu d'harmonique 5. Je n'ai plus que 4 mA, remarquez que ceci, ça commence à devenir de plus en plus propre et triangulaire. Hein. Ça, on peut considérer que c'est une ligne droite, hein, ce truc-là. On s'écarte quand même de ma sinusoïde, et ainsi de suite. On est à la 11e harmonique ici. Notez que la valeur des courants harmoniques, elle est très faible. Hein. On est à 2 mA, mais ça, il faut avouer, comme signal triangulaire, c'est quand même relativement propre. Quand même, c'est pas mal. Alors, 13e harmonique, 15e harmonique, idem. Et là, on est vraiment dans un beau triangle. Hein. Bon, on a raboté un tout petit peu le sommet, mais enfin, on ne va pas trop pousser là-dessus, quoi. 17e harmonique. Alors, composition d'un signal triangulaire, le teaching toy. Alors, le teaching toy, je ne vais pas vous le montrer, parce qu'on a eu trop d'ennuis à parvenir à charger l'écran ici, mais c'est un bonhomme assez génial, un Américain assez génial, qui, lui, fabrique des équipements de mesure et de certification pour les réseaux. Donc, ce sont des engins qui analysent les harmoniques, les courants, etc., sur une alimentation en triphasé. Et entre autres, il en a, vous avez tous entendu parler de Fukushima, je suppose, hein, où en fait, on s'est rendu compte que les centrales ça allait lâcher, et où l'opérateur d'électricité voulait qu'on fasse un délestage, qu'on coupe le courant sur certaines parties du pays. Et les gens qui travaillent pour l'empereur ont dit pas question. Ce qui fait que ça allait, puis bouf, tout le truc s'est écroulé d'un coup. Eh bien, il y avait un engin pareil qui était en fait quelque part au Japon, et on peut, c'est toujours accessible, il y a un site web, on peut aller voir dans cet appareil tout ce qui s'est passé sur le plan du réseau électrique. Où vous voyez qu'il a décroché du 50 Hz, ça commençait à diminuer, puis tout d'un coup, on a dû délester, et pouf, en un quart d'heure, tout est redevenu normal. Mais la moitié du Japon n'avait plus de courant. C'est très intéressant. Et c'est lui qui a pondu un teaching toy dans lequel tout ce que je viens de vous montrer avec le triangle, enfin, il y a tout un tas de tests à faire. Quand je vous la présentation, si on a chargerait, parce que là on se fout qu'on a des problèmes avec l'écran, mais c'est assez génial et c'est à votre disposition gratuitement. C'est sur la petite clé USB que je vais donner ou que j'ai donnée, et si je ne la retrouve pas, je renverrai par Internet. On peut, par exemple, c'est là où on parvient enfin à faire comprendre à quelqu'un ce que c'est que le cosinus phi.
on parvient à faire comprendre à quelqu'un ce qui se passe quand on a des panneaux solaires et qu'on réinjecte du courant dans le réseau. C'est ultra simple, ultra simple. Et alors là, vous avez une sinusoïde tension, une sinusoïde courant. Vous pouvez faire varier la phase comme vous voulez, l'amplitude, la fréquence comme vous voulez, avec des petits curseurs et sur un truc graphique, et on voit ça magnifiquement bien. Vous pouvez fabriquer des signaux triangulaires, carrés, etc. Et vous voyez très bien, chacune des harmoniques, je modifie la phase avec un bouton, je modifie l'amplitude avec un bouton. Et on va te faire tout un tas de trucs. Ce truc est génial et c'est gratuit. Hein, il y a d'autres trucs qui sont gratuits, c'est comment transformer votre PC en oscilloscope pour 0 francs, 0 centimes. Vous allez voir. Donc le teaching toy, on le verra tout à l'heure si vous voulez bien. Alors, la source majeure de nos ennuis sont les alimentations à découpage. C'est là où il y a de l'électronique. Les PC, les chargeurs de GSM, les machins, tout ce genre de trucs, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. On va... donc, on dit, les lampes soi-disant économiseuses d'énergie, même les LED, on pose des petits problèmes. Si on n'en a pas trop, si c'est à la maison, c'est pas gênant. Hein. Mais il y a des moments où, quand vous avez un hall avec à peu près 180 tubes LED qui démarrent en même temps, ça pose des soucis. Alors, on va voir ici ce qui se passe. J'ai ici un dresseur monophasé à découpage. Vous voyez, là, c'est charge en allemand, c'est parce que j'ai piqué ça à mon copain Karl-Heinz. Donc, j'ai ici, suite à mon dresseur, ça c'est ma tension. Alors, moi, je voudrais bien avoir, en fait, une tension continue beaucoup plus stable que ce machin-là. Donc, on va mettre un condensateur. Alors, je vais avoir ça, et puis, à un moment donné, tant que, ici, la tension que j'ai dans mon condense est inférieure à la tension de ma demi-sinusoïde qui monte, le condensateur il va se décharger dans la charge. Mais dès que la tension que je fournis au système est supérieure à cette tension bleue, on va recharger le condensateur. On va déjà avoir sur le plan de la tension un truc qui est vaguement un truc triangulaire, une dent de scie, ce genre de choses. Mais bon, dans pas mal de cas, en choisissant correctement les équipements, on est content avec ça. Mais ça, c'était le vieux truc. Maintenant, pour charger mon condensateur, je vais le charger uniquement pendant un instant très court. Parce qu'il ne faut pas qu'il monte trop haut, mon condensateur. Donc, en fait, je vais avoir un circuit électronique qui va, ici, dès que c'est possible, pouf, brancher tout le système sur leur dresseur, et dès que la tension nécessaire est obtenue, pouf, ça coupe. Ce n'est pas un signal triangulaire, ce n'est pas un courant triangulaire, ça. Alors, c'est un triangle qui est très étroit, mais c'est un triangle quand même. Et c'est ça qui nous pose problème dans pas mal de cas. Alors, ici, on ne va pas le faire maintenant, mais on verra tout à l'heure. Truc et astuce, un oscilloscope bon marché, votre PC. Alors, je vous donnerai les références. Il y en a, moi, j'en connais deux, mais il y en a tout un tas. Mais il y en a un qui est particulièrement intéressant pour nous radioamateurs, qui s'appelle Spectrum Lab. Ça a d'ailleurs été pondu par un radioamateur DL2, je ne sais plus quoi, un allemand. C'est très bien, mais c'est peut-être un petit peu trop puissant et compliqué à utiliser. Ça s'éloigne très fort de l'utilisation classique d'un scope ou d'un analyseur de spectre, parce que bon, faut quand même jouer un petit peu, quoi. Il y en a un autre qui s'appelle Scope 140, je vous donnerai les références, qui lui ressemble beaucoup plus à un oscilloscope avec les boutons sur le côté pour le trigger, etc. Et qu'est-ce que vous utilisez? Le soft et votre carte son. C'est votre carte son qui fait toute la partie Digital Signal Processing. Ça marche très bien. Ça marche. Bon, vous êtes limité à 22 kHz. Vous avez 2 canaux à 22 kHz. Mais bon, dans pas mal de cas, on sait déjà faire des choses avec 22 kHz. Ici, entre autres, tout ce qu'on fait comme mesure, on pourrait le faire ainsi. Parce qu'on a des instruments qui sont beaucoup plus faciles à utiliser sur le terrain, mais c'est tout à fait jouable. OK. Alors, ce truc fait analyseur de spectre aussi. Le premier, il ne fait que analyseur de spectre, mais alors là, il le fait. C'est génial. Vous l'avez déjà utilisé? C'est génial, hein? Mais c'est vrai que c'est un peu lourd. Hein? Tandis que l'autre, vous cliquez analyseur de spectre, et vous avez un double analyseur de spectre, 20 kHz de bande passante. Bon, ce ne sont pas des équipements qui sont calibrés
Hein? Donc, si, je ne sais pas dire je veux 3 millivolts par division, 5 millivolts par division, il faut éventuellement faire des petites calibrations soi-même, mais bon, pour avoir des images globales, c'est quand même très bien. Une sonde de courant à très bon marché. Alors, vous voyez, une sonde de courant à très bon marché, ça, c'en est une. Alors, vous prenez un vieux transfo qui servait à alimenter un GSM, etc., etc. Vous supprimez toute la partie basse tension et vous remplacez ça simplement par un fil qui fait une boucle, 2 boucles éventuellement. Le courant que vous voulez mesurer, vous le faites passer à travers ça. Et ici, vous entrez dans la prise ligne ou micro de votre PC. Et c'est fait. Maintenant, il existe des pinces ampères-métriques, très très bon marché. Alors ça, c'en est une très très chère, mais bon, qui ressemble à ceci. Avec généralement des prises et des petites prises qui rentrent directement dans le plug audio du PC. L'avantage de ces trucs-là, c'est que c'est horriblement bon marché. Vous trouvez ça sur Amazon, vous trouvez ça sur eBay. J'en ai vu il y a 2-3 jours, il y en avait déjà qui étaient chez Temu, je crois que c'était en dessous de 8 € pièce. C'est vraiment brûlant. Mais, attention, elles ne sont pas correctes pour toutes les fréquences, celles-là. Donc, il faut un amplificateur, un préamplificateur correcteur. Et si vous achetez un matériel qui est un matériel de haute qualité, ceci par exemple, ça va de 0 Hz, je dis bien 0, courant continu, jusqu'à 20 MHz. Seulement, c'est plus de 500 €. Il y a toute une électronique à l'intérieur qui fait conversion, correction, etc. Donc, attention. Mais maintenant, pour avoir des évaluations, des choses simples, ces petites pinces à 6, 8, 10 €, là, c'est très bien. Cassez pas la tête. Bah, ici, voilà, par exemple, ça c'est de la marque bien connue, Velleman. Hein. Donc, le coup du vieux transfo, ça marche très très bien. Hein. Puis ensuite, transfo 230 volts vers basse tension, c'est très bien. Mais il y a même beaucoup trop de spire au niveau de la basse tension. Il vaut mieux, pour la partie courant, il vaut mieux que ça introduise le moins de perturbations possible dans le réseau, dans le système que vous êtes en train de mesurer. Parce que dans pas mal de cas, quand on fait une mesure, on fausse la valeur qu'on est en train de mesurer. Hein, les gens qui font de la mécanique quantique vont vous raconter tout ça. Complication. La source de force électromotrice est imparfaite. L'impédance de la source de puissance n'est pas nulle. Par exemple, le transfo de tension qui est tout près, qui vous sort du 400 volts, eh bien, il n'a pas une impédance nulle. Il vous fournit du 400 volts, mais si on commence à pomper dessus, ça va descendre. Pourquoi? Parce que dans le transfo, c'est comme les batteries de bagnole, hein, vous avez une impédance en série. On considère qu'il y a une source de force électromotrice qui est impeccable, et puis vous avez une impédance en série. Cette impédance va être continuée par l'impédance de ligne, la ligne qui vient du transfo vers chez vous. Et je pourrais vous expliquer tout à l'heure, rappelez-le-moi, comment vous pouvez très facilement de chez vous mesurer l'impédance de ligne. Avec simplement une lampe à iode de 50 watts, un transfo 12 volts 50 watts, un ampère-mètre et un voltmètre. Avec ça, on mesure l'impédance de... Enfin, oui, la résistance, si vous voulez, de la ligne. Okay. Alors, cette impédance n'est pas nulle. L'impédance interne du générateur ou du transformateur et le câblage, c'est généralement 3 à 6% de la chute de tension. C'est quand même pas négligeable. Hein, l'impédance des disjoncteurs et des équipements de mesure. C'est pas nul non plus. Il y a souvent des selfs dans ce genre de trucs. Bon. Ces impédances sont communes aux consommateurs et c'est là où on commence à avoir les ennuis. Ce sont les choses communes. Les harmoniques en courant sont générées par des charges non linéaires et sont converties en harmoniques de tension via ces impédances communes. Wade. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai dit tout à l'heure que nous avions des charges non linéaires, comme par exemple ces petits machins-là qui consomment avec des crêtes très importantes. Si maintenant, moi je consomme et qu'il y a une résistance de ligne qui fait, mettons, 1 ohm, et que moi je consomme avec des pics qui montent jusqu'à 30 ampères, ben, dans l'ohm, je vais avoir des variations aux bornes de la résistance d'un ohm, je vais avoir 30 volts, des pics de 30 volts. Ces pics de 30 volts, ça va se surimposer aux 230 ou aux 400 volts. Donc je déforme la tension sinusoïdale. Mais ce faisant, je suis en train de polluer mes voisins qui, eux, ils espèrent avoir du bon 50 cycles bien propre. Donc les impédances communes à tous les circuits sont en fait des éléments par lesquels un consommateur peut saboter la tension d'alimentation des autres. Alors bon, en général, ça ne porte pas à conséquence.
En général, il n'y a pas de gros soucis. Mais ça peut arriver. On va voir ça. Les harmoniques en courant sont disséminées partout dans la distribution. On appelle ça harmonic distortion. Parce qu'on ne peut pas avoir des choses trop compliquées. On ne peut pas dire, vous savez, hein, le gars en question, là, son courant, ben, il y a autant d'harmoniques, 3, il y a autant d'harmoniques, 5 avec telle phase, etc. Vous allez voir une liste de trucs. C'est abaisable pour le dire grossièrement. Une THD en tension de plus de 6% est susceptible de perturber certains équipements. Ça veut dire que si je mesure la partie non 50 Hz, si elle est supérieure à la partie 50 Hz de 6%, je suis mort. Enfin, je peux être mort. Parce que je vais avoir tout un tas d'équipements qui vont très mal réagir. Alors, appelons monsieur, voilà, ici, voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez mesurer très facilement, et on verra tout à l'heure si on peut le faire, mais il y a ce foutu câble là qui manque, je ne sais pas alimenter ceci en même temps que le projecteur. C'est très simple. Vous avez besoin pour ça d'un voltmètre, d'un ampèremètre, et vous avez besoin d'une chaufferette ou d'une machine à café, enfin d'un truc qui est bien résistif, bien propre, et qui consomme quand même pas mal. Mettons une chaufferette. Bon. Alors, je vais dans ma prise et je mesure 230 volts. C'est bien. Courant, 0. J'ai rien branché dessus. Je branche ma chaufferette, je mesure le courant, 10 ampères par exemple, et je mesure, attention, le 230 est descendu à 220. Donc, j'ai 10 volts, 10 ampères, loi d'Ohm, j'ai 1 ohm, dans la boucle aller et retour entre le transfo et chez moi. D'aller le voir, il faut le faire à distance. On me dirait à quoi ça sert ce genre de truc, c'est rigolo, mais c'est amusant, mais enfin sans plus quoi. Eh bien, des petites histoires ainsi où on injecte des courants, on les mesure, etc., ça vous permet par exemple de mesurer une résistance de terre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un instrument, un Megger, un manivelle ou un instrument qui coûte des fortunes. Un transfo, j'en avais un très beau, on me l'a volé. J'en ai sorti un de sa caisse hier, tout neuf, il était foutu. Donc je suis allé casser le bas d'une vieille lampe avec une petite ampoule de 50 watts, on fera une petite démo tout à l'heure. Eh bien, avec ça, il y a un ampèremètre, une pince ampérométrique et un voltmètre, je sais déjà faire beaucoup de choses. Bien. Mesure de l'impédance de ligne, je viens d'en parler. Alors, les charges non linéaires sont des sources de force électromotrice d'harmonique, et ça, c'est assez surprenant, mais enfin. Et malheureusement, dans un bâtiment, tout ceci est imprévisible et incontrôlable. Pourquoi? Parce que dans le bureau d'à côté, ils allument une grosse imprimante, ou ils allument une grosse machine à photocopier. Mais celui d'à côté, il allume aussi un autre truc, mais je ne sais pas à quelle heure ils font ça. Donc, tous ces machins-là, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les temps ont changé, nous le savons, mais pas nos habitudes. On travaille avec 3 phases. Alors, à quoi ça sert de travailler en 3 phases? À part pour des gros moteurs ou pour éventuellement des systèmes redressement à triphasé qui font que, même après le simple redresseur, on n'a jamais une tension qui tombe à 0. C'est utilisé, par exemple, c'était utilisé dans le temps pour les lampes arc. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le quartier des Vennes. Quelqu'un qui connaît un peu le quartier des Vennes? Il y a là une salle de spectacle qui s'appelle l'Atrium, une salle de cinéma avec 244 places. C'était un truc de quartier, comme ceci. Et avec un copain, elle était abandonnée, il y avait des projecteurs qui avaient été complètement démolis. Avec un copain, on avait décidé de remettre ça en service. Eh bien, on avait pour les lampes à arc, on avait dû récupérer des systèmes avec des alimentations triphasées. Quoi. Et des redresseurs triphasés, encore des redresseurs à vapeur de mercure, un gros tube. Bon, ça marchait. Surtout qu'ils étaient là, ils étaient gratuits. Circuit en étoile. 4 fils, c'est moins cher que 6. Vous avez tous déjà vu, on va voir plus tard des croquis, si j'avais eu un flipchart. Mais en triphasé, vous savez qu'en général, si on parle de 400 volts, vous avez le centre de l'étoile, vous avez 3 bobinages en étoile à la sortie du transfo. Vous avez un fil dit de neutre, qui est commun aux 3 phases, et vous avez 3 fils de phase. Bon. On a 4 fils. C'est moins cher que si on avait 6 fils. 2 pour chacune des bobines. C'est le pognon qui fait jouer ça. De même que le choix des systèmes terre-neutre communs, c'est une question de pognon, tout simplement.
C'est la dernière des choses à faire. Donc, là, le problème, c'est que si maintenant je consomme entre phase 1 et neutre, ben, je vais avoir une chute de tension dans le neutre due à ma consommation. Mais ça va modifier la tension que reçoit la phase 2 et la phase 3. Alors, si ce sont des petites consommations par-ci par-là, c'est pas bien méchant. Mais si ça commence à devenir du costaud, bon, ça peut poser des problèmes. On va le voir, il va y avoir des petites démos là-dessus. La section de neutre est sous-dimensionnée aussi. Ben oui, n'est-ce pas, monsieur, il ne passe pas de courant là-dedans, là. Pas besoin qu'il soit gros, hein, le fil. Ben, je vous montrais tout à l'heure que dans le neutre, il y a parfois plus de courant qui circule que dans les phases. Et pas à peu. Mais ça, c'est moins cher. C'était acceptable lorsque le courant neutre était faible, mais maintenant, ça ne faisait plus. Alors, voyons ça. Petite démo. Je prends une simple ampoule, tout ce qui est plus vulgaire, qui est une ampoule purement résistive. Je l'allume sur le courant qu'il y a dedans. Alors, ici, donc, sur l'oscilloscope, je mesure des courants. Ça, c'est le courant sur la phase où est l'ampoule. Ça, c'est le courant sur les phases. Il n'y a rien du tout, puis j'ai encore rien branché. Et ça, c'est identique, mais juste opposé. Donc, si j'ai ici, combien 700, attendez, RMS, oui, 260 mA là au-dessus et 265 là en dessous, bon, de mesure, les sons. Ce qui se passe maintenant si je branche une deuxième ampoule? Ah bon, ça c'est la distorsion harmonique. Hein. Ça c'est avec un des beaux instruments qu'on m'a volé. Vous voyez ici la partie 50 Hz, 100%, et le reste, il y a des petites crasses ici qui sont vraiment des petits chouquets, on s'en fout, c'est pas important. Je mets une deuxième ampoule, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, bon, ben, elle consomme aussi, celle-là consomme aussi, mais on voit que c'est déphasé de 120 degrés. Et là, en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je n'ai plus l'opposé de l'un ou l'opposé de l'autre, j'ai l'opposé de la somme des deux, c'est-à-dire que j'ai le même courant que chacune individuellement, mais c'est décalé de 120 degrés par rapport à la deuxième, ou de 240 degrés par rapport à la première. J'ai du courant dans le neutre, mais le courant, au cas précédent, c'était le même courant, la valeur du courant, c'était la même que celle d'une ampoule. Ici, c'est la même valeur qu'une ampoule. Il y a des choses qui se compensent un petit peu. Et sur ma troisième ampoule, je consomme toujours rien. On va mettre une troisième ampoule, on va voir ce que ça raconte. Hein. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Tout se compense, et dans mon neutre, il n'y a plus rien. Je vous l'avais bien dit, hein, qu'il n'y avait pas de courant dans le neutre. Je vous l'avais bien dit, hein, monsieur, vous ne voulez jamais me croire. Bon, ça c'est OK. Tant qu'on a des systèmes linéaires, ça marche, on est content. Que va-t-il se passer maintenant si je mets ce genre de petite saloperie là? Les lampes soi-disant économiseuses d'énergie, soi-disant économiques, etc., qui étaient supposées tenir je ne sais combien de milliers d'heures. Hein, je crois qu'on n'en a jamais vu une qui avait tenu ça. Eh bien voilà la consommation. Vous vous souvenez tout à l'heure, ce que je vous ai montré avec la charge d'un condensateur à courant. Ah ben nous y voilà. Un dans la phase montante, un dans la phase descendante. Et hop, et voilà. Ça c'est du 50 cycles, hein, vous faites le calcul. J'en vois 5 sur mon écran. C'est bon. Deuxième phase, rien du tout. Troisième phase, rien du tout. Et ici, j'ai la même chose, mais exactement en opposé. Hein. OK? On est content avec ça? Alors, la valeur ici, c'est de 65 mA. Notez ça, 65 mA. Je vais brancher une deuxième ampoule. Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, ça ce sont les harmoniques en courant. Vous voyez les saloperies, c'est pas mal, hein? On monte mesurable jusqu'à l'harmonique 49, c'est-à-dire 49 fois 50. C'est pas mal, hein? J'en mets une deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Elle est ici, elle fait la même chose que la première, mais regardez ici, c'est que au moment où celle-ci consomme là, ce n'est pas au même moment que celle-là. Donc, on va retrouver chacune qui va donner sa petite aigrette. Et si vous regardez bien ici, là j'avais 5 alternances, ici j'en ai 10. Mais ce n'est pas tout à fait symétrique, mais j'en ai 10. OK? On va mettre une troisième lampe, bon, on se doute bien de ce qui va se passer. Voilà. J'ai ici une alimentation triphasée 220 volts de 50 Hz. Chacun ici consomme comme ça. Et ici, le courant que j'ai dans le neutre,
c'est du 150 Hz. Harmonique 3. Alors, une petite démonstration avec un peu de trigonométrie, le sinus d'un angle plus le même angle plus 20 degrés, etc., etc. Ceci est beaucoup plus démonstratif, on comprend tout de suite. Et remarquez bien que ici, j'ai 65 mA efficace là, et dans le neutre, j'en ai 102. Le courant de neutre est efficace et supérieur au courant de chacune des phases séparément. Pas mal, hein? Et avec ça, on vous dit qu'il ne faut pas de fil de neutre, ou bien on vous dit que le fil de neutre, il peut être une section plus faible que les autres. Alors, à charges égales par phase, le courant de neutre est nul à 50. Maintenant, on voit un peu ce qui se passe avec différents PC. Donc, j'ai 3 PC ici, et ici, j'ai un fil de neutre. Bon, ok. Alors, je crois que j'ai perdu certaines des images là-dessus. Voilà. Ici, donc, j'ai ici maintenant, puisque ça c'est déphasé, ça c'est déphasé, ici, mes courants à 150 cycles, ils vont s'additionner dans le neutre. Bon, jusqu'ici, ok, on constate, c'est tout, hein, on s'en fout. C'est tout. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? La tension et le courant ne sont pas sinusoïdaux. Attends, parce que là, il est... Oups. Alors, la tension... Oui, je ne vais plus faire de marche arrière. La tension et le courant ne sont pas sinusoïdaux. La tension est meilleure que le courant, sauf s'il y a des impédances communes qui sont assez importantes, et les perturbations en courant vont saboter ma tension. Mais bon, maintenant, pour caractériser ces courants, qu'est-ce que j'ai? J'ai la valeur de la fondamentale, 50 Hz. J'ai le courant en 50 Hz. J'ai le 150 Hz, duquel je dois parler, et la valeur efficace du courant et du déphasage. Pour le 250, c'est la même chose. Et on risque de se retrouver avec des tartines et des fichiers Excel qui sont longs comme ça. C'est évidemment pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut changer nos habitudes mentales. Quand on parle de courant, on ne va plus parler qu'en termes de valeur RMS, c'est-à-dire roots mean square, c'est-à-dire la valeur efficace. La valeur efficace, c'est des trucs un peu bizarres. Par exemple, si je veux la valeur efficace, si je fais 1 volt pendant une seconde, la valeur efficace de la tension sur une seconde, c'est 1 volt. D'accord? Si je fais 1000 volts pendant 1 millième de seconde, la valeur efficace sur une seconde, ce sera aussi 1. Mais dans le deuxième cas, je vais bien mettre mes doigts dessus, dans le premier cas, je ne le fais pas. Donc les effets ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein? Il faut faire attention à ce genre de truc. Donc les valeurs RMS... En fait, les instruments de mesure qu'on a habituellement, c'est comme les bons vieux multimètres à aiguille, là, eh bien, en fait, ils mesurent la tension de crête. La valeur du 230 volts d'un signal dans une prise, c'est la valeur efficace de la tension. La valeur de crête, c'est 320 volts, à peu près. C'est-à-dire que c'est 230 volts fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 1,414, etc. Donc, si on dit, tiens, à la base, je vais mettre un condensateur qui fait 250 volts, ça va tenir le coup, hein? Non, parce qu'en crête, on va arriver dans les 320 volts. Il faut quand même faire attention à ce genre de choses. Donc, les valeurs efficaces, alors, vous me direz, tiens, dans le fond, mais mon vieux voltmètre, 230, il m'indique 230. Oui, c'est parce que l'échelle est corrigée, elle est divisée par 1,414. Mais il mesure la valeur de crête. Maintenant, pour mesurer réellement les valeurs efficaces, il faut des instruments qui sont un peu plus sophistiqués, un petit peu plus coûteux. Quoique les prix ont fortement diminué maintenant, alors qu'il y a une dizaine d'années, Bonfluc qui mesurait des valeurs efficaces en courant, en dessous de 200 €, vous n'y avez rien. Ceci, c'est ému, 32 €, je crois. Et il est pas mal, ça marche bien. Ça marche bien, il ne faut pas se plaindre. De nouvelles valeurs venues, des valeurs synthétiques. Alors, on a, parce qu'on caractérise le courant, d'accord, mais c'est quand même pas suffisant. Il faut quand même parler un petit peu de ces aspects de distorsion, de niveau d'harmonique. Alors, il ne faut pas aller voir harmonique par harmonique, on va parler de distorsion harmonique totale. Déjà, avec ça, on apprend beaucoup de choses. Si j'ai une THD sur mon alimentation, 50 Hz de plus de 6%, ça sent pas bon, ça. Si je suis en dessous, ouais, ça devrait aller. Maintenant, si vous faites des mesures sur, par exemple, chez moi, il y a la maison avec les étages, puis il y a les bureaux et l'atelier derrière, et puis il y a une cour entre les deux, eh bien, j'ai du triphasé, 230 volts, là, eh bien, en distorsion harmonique, en courant sur certaines phases, à certains moments, je suis à 47%. Parce que je n'ai que des consommateurs non linéaires là-dessus.
Vous imaginez chez moi le nombre de PC et de brûlés électroniques, il y en a pas mal, quoi. Il y en a dans tous les coins. Hein. Un peu trop peut-être. Le facteur de crête, c'est le rapport valeur de crête RMS. Alors, c'est quoi ce truc-là? Eh bien, on en a parlé tout à l'heure. La valeur de crête d'une sinusoïde qui fait 230 volts RMS, c'est 320 volts. Quand je vous ai donné un petit exemple, 1000 volts pendant une milliseconde ou bien 1 volt pendant une seconde, c'est kiff-kiff sur le plan RMS mesuré sur une seconde, mais le facteur de crête, c'est 1000 volts. Donc, on vous dit d'une part quelle est la valeur, entre guillemets, moyenne. Le terme moyenne n'est pas tout à fait correct, mais on comprend assez bien la valeur efficace. Et alors, le facteur de crête, c'est quand même important. Parce qu'en plus, lui, il vous apporte quand même un flavor, une petite odeur de distorsion. Oubliez le cosinus phi. Qui a déjà entendu parler du cosinus phi dans sa vie? Ah, il y en a quelques-uns. Je me souviens d'un ami de mon père qui était ingénieur électricien. Quand moi j'ai commencé mes études, il m'a dit le cosinus phi, c'est de la merde. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on se mêle copieusement les pinceaux avec ça. Eh bien, ici, c'est encore plus compliqué, parce que vous devriez cosinus phi pour chacune des harmoniques. C'est le même. Il y en a où c'est en avance. Hein, on disait toujours le courant est en avance sur la tension, etc., etc. C'était ça qui confusait souvent les gens, d'ailleurs, je crois. Et dans le petit teaching toy que je vais vous donner, il y a une des démos, je crois même que c'est la toute première, qui explique. J'ai rencontré, quand j'ai montré ce truc-là il y a quelques années à quelqu'un, il m'a dit, bon sang, je viens de comprendre ce que c'était le cosinus phi. C'est clair, c'est simple. Bon, alors... oubliez le cosinus phi par facteur de puissance. Alors, facteur de puissance, c'est un truc... Bon, par exemple, si vous avez du 50 Hz pur, le facteur de puissance et le cosinus phi, c'est la même chose. Si maintenant, on rajoute des harmoniques, alors là, on en tient compte, et c'est une valeur synthétique. Danger. Des charges peuvent apparaître comme capacitives à certaines fréquences et inductives à d'autres. Ben oui, c'est évident, ça. Mettez une self et un condensant en série... À une certaine fréquence, l'impédance sera ramenée à la résistance, et à d'autres, ben, ce sera capacitif, à d'autres, ce sera inductif. Donc vous pouvez avoir des effets pervers parce que certaines des harmoniques, et pour corriger les problèmes de cosinus phi, ce qu'on faisait dans le temps, c'était de mettre des condensateurs en parallèle sur l'alimentation. Mais si vous avez déjà des charges qui sont capacitives, vous aggravez le problème. Donc, oui, je dis bien. Donc vous aggravez en plus le problème. Il faut surtout, chez un client, à un moment donné, quand j'ai vu quelles étaient leurs charges, j'ai vu, tiens, vous avez un banc de condensateur, hein, supprimez-le un peu, interrupteur, vous coupez. Les problèmes qu'ils avaient ont disparu. Ils n'ont pas été réglés, mais ils sont tombés en dessous du seuil où ils posaient des réels problèmes. Donc, il faut se méfier de ce genre de truc. Alors, les effets pervers des harmoniques, parce que ces machins-là, finalement, est-ce que c'est si gênant que ça? Moi, le fait que j'ai du 150 Hz ou du 250 Hz qui se balade sur mes fils, est-ce que ça m'embête beaucoup? Voilà, limite, non. Mais, effet thermique, surchauffe et vieillissement prématuré de certains équipements. Alors, voyons ça. N'oublions pas que l'impédance, c'est A sur oméga C, sur 2 pi fc. N'oublions pas que... on risque d'avoir des problèmes de surchauffe, voire même d'incendie. On a vu des condensateurs à huile qui pétaient. Ne parlons pas des électrolytiques, ça c'est l'habitude. Qui a déjà eu un condensateur électrolytique qui lui a pété en pleine figure ici? Il me semblait bien, oui. Et le prix, ça fait des tas de sales petits papiers. C'est pas vraiment gras, là, mais c'est collant, ça enflamme partout. Moi, j'avais 16 ou 17 ans quand j'ai fait ça. Qu'est-ce que je me suis fait engueuler par ma mère? Il y en avait partout. Les conducteurs, particulièrement le neutre, surchargent, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a l'aspect résistivité qui vient entrer en ligne de compte. Si j'ai un fil et que je le fais légèrement chauffer, parce que je fais passer beaucoup de courant, plus que ce qui était prévu dedans, il va chauffer. Il va se rallonger. Donc sa résistance va augmenter. Mais il y a aussi son coefficient. Bon, la résistivité va augmenter. C'est ce qui fait d'ailleurs que, parce que je me suis occupé pendant pas mal de temps de systèmes de câblage de bâtiments, lorsque on recommandait d'installer des câbles pour faire le 100 mégabits, gigabits, etc. Moi, j'ai travaillé pour AT&T pendant un certain temps, qui sont ceux qui ont inventé
le système de câblage structuré qu'on voit partout, y compris ici, hein, eh bien, jamais mettre ces câbles-là le long d'un tuyau de chauffage. En le faisant chauffer, vous augmentez sa résistivité, donc la résistance, pardon, donc la perte ohmique augmente. Pertes et surchauffe dans les transformateurs et machines. Les rating factors. Alors maintenant, il y a un facteur qui s'appelle le facteur K sur le transformateur qui tient compte de ces éléments et on vous dit, attention, ce transformateur-là, dans telle circonstance, il a un facteur K de 1,8. Ça veut dire que la puissance maximale que vous pouvez faire passer dedans, vous la divisez par 1,8, sinon vous commencez à risquer d'avoir des problèmes. Et alors, la surchauffe de fusibles. Mais les vrais fusibles, ça existe encore, hein, les vrais fusibles, bon, ben, si on les chauffe, il va plus dedans, ça va augmenter. Il y a des moments, ça peut devenir assez coquin. Le facteur de crête dont on a parlé, c'est le déclenchement intempestif de disjoncteur. Ben oui, si j'ai un courant moyen de 10 ampères, à des rebaisses de 10 ampères, mais que j'ai des crêtes à 30, pendant des instants très brefs, et que mon disjoncteur c'est un 20, ben si c'est un très bon, qui a une courbe de réponse extrêmement rapide, il va péter. Je dis, ben enfin, ma valeur est finie. Que 10 ampères, oui, mais j'ai une crête à 30. Diminution du pouvoir de coupure. Avec de la haute fréquence, vous avez déjà vu ça, hein? Quand on ouvre des contacts en basse fréquence ou en courant continu, ça va, mais s'il y a de la haute fréquence, ça continue beaucoup plus, ça devient beaucoup plus coquin. Distorsion harmonique totale. Fonctionnement anormal et erratique d'équipements électroniques et d'équipements télécoms. Ils deviennent fous. Et alors, il fut un temps où c'était surtout des systèmes d'alarme qui déconnaient complètement. C'était un peu ennuyeux, parce que 3 fois sur la nuit, hein, la boîte d'alarme, je ne sais plus quoi, Securitas, je crois qu'ils débarquent, ils ne sont pas très contents. Complètement délire des systèmes de correction automatique du Koskivuski. Ben oui, et on leur avait dit, vous devez vous régler avec des capacités parce que vous avez une charge résistive ou résistant-inductive. Et puis on vient leur mettre une charge capacitive, ce n'était pas prévu pour. Ben, c'est comme l'Airbus MH370, là, l'avion a été mis dans une configuration que les ordinateurs de bord n'avaient pas prévue. Donc ils n'ont pas su s'en tirer. C'est le même genre de truc ici. Ici, c'est moins grave. Dégradation du facteur de puissance et des mesures de consommation erronées. Alors là, on va y revenir, parce qu'avec mon copain Carlin, on est en train de travailler sur un truc qui a déjà fait beaucoup de bruit en Allemagne pour le moment. C'est quoi? Les capteurs de courant qui ne sont pas linéaires en fréquence. Par exemple, et les compteurs électroniques qu'on vous installe maintenant qui déconnent complètement. Il y en a dedans. Oui, mais il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de correction. Hein, d'ailleurs, on en arrive, ça c'est pour le petit côté, il y a d'ailleurs le Deutsche Kupfer Institut a pondu un très grand article que je suis en train de terminer de traduire sur ces compteurs qui en fait, lorsque vous avez des consommateurs, style machine à café, ce genre de truc, vous avez maintenant, vous réinjectez du courant, alors à ce moment-là, en général, ils vont vous faire des petits cadeaux. Ils vont afficher moins que ce que vous avez réellement consommé, moins réinjecté. Et par contre, si vous avez beaucoup de consommateurs électroniques, ils vous font payer plus. D'ailleurs, chez ma compagne, on vient d'en installer pour le moment. Je lui ai dit, écoute, tu devrais quand même, mais seulement, elle écoute jamais ce qu'on lui dit. Il faut dire, c'est une avocate, alors bon. Quand vous débranchez tout ce qui est à la sortie du compteur, toutes les 2 secondes, il y a un watt qui vient de passer. Alors moi, j'aimerais que ça. Ah oui. Oui, mais ça, on va essayer de le facturer, hein. Alors, elle aurait dû gueuler depuis longtemps. Hein. Enfin bon, mesure de consommation erronée. Alors, ici, ces courbes, les courbes pour les disjoncteurs sont valables pour du 50 cycles, mais pas pour d'autres fréquences. Donc, dans certains cas, vous avez des disjoncteurs qui disjonctent beaucoup plus vite que prévu. Alors, je parlais tout à l'heure de fusibles qui surchauffent. Ça, c'était l'aérodrome de Paderborn, en Allemagne. Il a eu chaud, hein, celui-là. Et il est toujours bon. Bon, on ne l'a pas remplacé, on ne l'a pas remis en position, évidemment. Donc, vous avez des surchauffes de conducteurs qui peuvent... Alors, il y a encore un autre effet, mais bon, qui est relativement rare, mais qui peut, dans certains cas, jouer quand vous avez des installations très puissantes, c'est l'effet pelliculaire sur les câbles. Le skin effect. Plus la fréquence est élevée, plus le courant se concentre sur la partie extérieure du câble. C'est-à-dire que vous pouvez enlever, à la place du câble, vous pouvez mettre un tuyau, vous allez avoir les mêmes résultats.
Donc là, c'est un truc qui peut être très vicieux. Mais c'est rare. Mais il y a eu un cas où on a soupçonné, mais on n'a jamais pu démontrer que c'était le cas. Alors, les harmoniques et les pontages PEN, c'est ici qu'on arrive dans la partie rigolote. Les courants vagabonds. Les courants vagabonds, stray current en anglais, mais sont les courants qui se baladent là où ils ne devraient pas se balader. Généralement dans le système de terre, dans les terres équipotentielles, soi-disant équipotentielles, parce que ça aussi c'est une solide arnaque, les blindages des câbles télécoms. Que nous, notre conseil, évidemment, c'est le système qu'on vendait, mais c'est dire les câbles de transmission de données, surtout du bon bien symétrique et surtout pas blindés. Ou alors, s'ils sont blindés, vous devez blinder les paires une par une. Mais les câbles avec un petit écran autour, c'est de la vaste blague et ça amène parfois plus d'ennuis que ça n'en. Enfin, je ne travaille plus pour eux, donc je n'essaie plus de vendre leur truc. Des gradients de tension de surface. Un gradient, c'est quoi? C'est une variation de tension en surface. 10 volts par mètre. 5 volts sur 50 cm, voilà, ça c'est ce genre de truc-là. Et on va voir qu'il y a un cas vécu, pas tellement loin d'ici, je ne pourrais pas vous dire où avec précision, parce que, bon, il y a des moments où il faut quand même être un peu responsable des clients. Les champs magnétiques, et non pas mangétiques. Les courants induits. J'ai un câble qui passe, il y a du courant dedans, si j'ai un autre câble à côté, il va y avoir un couplage magnétique entre les deux. Vidéo, CRT, on s'en fout, c'est fini, on n'utilise plus ces machins-là. Le confort et la santé humaine, alors là, il y a à discuter. Il y a malgré tout des éléments que j'ai, non pas vécu personnellement, mais j'ai rencontré des personnes qui, et c'était dans les 3 cas des femmes, je ne sais pas si c'est important que ce soit une femme, mais des personnes qui étaient sensibles aux champs magnétiques à basse fréquence. Et je ne parle pas des GSM, ni ce genre de trucs où là, on en raconte beaucoup, on en invente beaucoup. Mais il y a quand même, je connais personnellement une personne qui est vraiment électrosensible, et c'est vrai que ça a l'air d'être très bizarre. Hein. Mais ici, c'était dans les 2 cas, on avait la secrétaire du patron d'une boîte, un petit building, là. Hein. Elle arrivait au bureau, au bout de 20 minutes, elle avait des maux de tête, puis elle ne se sentait pas bien en arrivant dans son bureau. Et dans d'autres endroits du building, il n'y avait pas de souci. Je dis, bon, ok, avec Caroline, il me dit, écoute, on peut voir les champs magnétiques. Baf! Mais alors là, un truc, on était aux alentours de 400 milligauss ou quelque chose dans ce goût-là. C'était énorme. On avait d'ailleurs un porte-manteau qui était large comme ça et haut comme ça. C'était un cadre métallique, donc une boucle fermée, 8 ampères. Bon, attention, la résistance était extrêmement faible, c'était de puissance minime, quoi. Hein. Mais on avait quand même 8 ampères. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de pontage terre neutre, pirate, mal foutu, etc. Et on fait les recommandations au patron de la boîte, demandez à votre électricien, tchac, 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 tchac. Ils le font, la bonne dame finit. Plus de problème. Quelques mois après, on nous rappelle, ça recommence. Il va. Et bon, est-ce que vous avez une idée précise? Ah oui, telle date, ça a recommencé. Bon, il faut voir à la loge, là où on signe quand on entre dans le bâtiment, qui est venu ce jour-là ou les 2-3 jours auparavant. Ah oui, mais on a installé une antenne GSM sur le toit. Ah ah! Donc du coup, on accusait le GSM. Avec Caroline, on se regarde. Moi, je voudrais bien avoir le bornier d'entrée de ce truc-là. Alors, ça a déjà été des difficultés parce qu'on ne voulait pas nous laisser voir. Et puis, on appelle le gars qui a fait l'installation. Il dit, pourquoi est-ce que vous avez connecté le fil vert et jaune avec le fil bleu là-bas? Ils ont recréé un pontage pirate, terre neutre. Ah oui, mais enfin, c'est mieux comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que c'est plus sûr. Pourquoi c'est plus sûr? Supprimez-le. Ah non, mon patron ne veut pas. Et alors, le patron du bâtiment dit, bon, écoutez, monsieur, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, moi, je coupe le courant. Et votre relais GSM, c'est fini. Alors, le gars a téléphoné à son patron qui a dit, bon, faites-leur signer un document et prenez la responsabilité. Rien du tout. Je vous coupe le courant. Il a enlevé son pontage terre neutre. Le problème disparu. Donc, sur la santé humaine, et on considère en général que quand on est dans un champ à très basse fréquence, donc je dirais 100, 200, 300 Hz, on considère en général qu'il vaut mieux ne pas dépasser 2,5 à 3 milligauss pendant plus de 8 heures par jour. Mais ce n'est pas une norme, il n'y a pas de démonstration. C'est un truc qui va dans l'air et qui a l'air d'être assez sérieux. Électrochimie ou corrosion, ça, vous allez en voir. Courant neutre en augmentation, donc, comme le neutre à différents endroits au réseau de terre, y compris à des tuyaux, on fait passer des courants dans des tuyaux. Égale corrosion.
Vous allez en voir de belles. Et la corrosion, elle est proportionnelle à la fréquence. Et j'en ai vécu plusieurs cas, mais les deux les plus significatifs, ça a été, vous allez voir les photos, Rolls-Royce à Berlin en 2005, et un autre cas à Bruxelles, dont je ne peux pas dire le nom, parce que c'est toujours en justice, hein, où en fait, le problème est apparu vers 2013. En 2017, j'ai trouvé l'origine des problèmes. Je leur ai dit, vous devez faire ça, ça, ça et ça ne coûte pas très cher. Nous sommes en 2024, c'est toujours en justice et ils n'ont toujours rien fait. Et leur tuyau continue à se corroder. Alors, Protective Earth neutre et pollution croisée. Alors, ici, il y a une partie, je ne sais pas pourquoi, dans le PowerPoint, ce que vous êtes supposé voir ici, c'est un générateur. Et de l'autre côté, vous êtes supposé voir simplement une ampoule. Tout ce qu'on fait, c'est de dire que j'ai un certain courant qui passe dans un des fils et il revient au générateur. Un courant, qu'est-ce que c'est? Un ampère, qu'est-ce que c'est? C'est un coulomb par seconde. Un coulomb, c'est 6 fois 10, je ne sais plus combien de zéros derrière, mais c'est vraiment beaucoup, charge électrique. Donc électrons dans notre cas. Donc, ça veut dire que le même nombre d'électrons qui passent ici par seconde, je les retrouve ici. Pas forcément les mêmes, mais c'est rien. Un électron, c'est un électron, on s'en fout. En alternative, c'est la même chose. J'ai deux fils, je ne sais pas pourquoi ici l'alternateur est apparu, et le truc précédent, enfin. Et bon, ben, c'est de l'alternative, mais à part ça, tout ce qui passe dans un sens, sur un fil, ça passe dans l'autre sens, sur le fil. Pas de souci. Ça va? Tout le monde est d'accord? Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? C'est bien. Même règle, la somme des courants est nulle. Vous vous souvenez de la somme des courants dans le neutre quand on avait trois petites lampes bien propres? C'était nul, hein? Je vous avais bien dit qu'il n'y avait pas de courant dans le neutre. Hein. Donc ici, c'est la même chose. Complication. Monsieur Kirchhoff est toujours vivant malgré son nom. Vous savez ce que ça veut dire, Kirchhoff en allemand? Kirchhoff en flamand, en néerlandais. La cour de l'église, c'est-à-dire le cimetière. C'est-à-dire le cimetière. Mais monsieur Kirchhoff, il est toujours vivant, et c'est un solide emmerdeur quand il s'y met. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte, monsieur Kirchhoff? Je ne vais pas vous raconter les lois en détail, mais grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est que lorsque j'ai un point où il y a tout un tas de fils qui arrivent, la somme des courants qui rentrent vers le point est égale à la somme des courants qui en ressort. Dans un cas simple, j'ai un fil qui arrive, j'en ai deux. Si j'ai 10 ampères là-bas et 6 ampères là-bas, j'en ai forcément 4 là-bas. OK? Alors, il y a les histoires des tensions, là, c'est les boucles. Bon, on oublie ça, on oublie. On fera comme s'il était mort de ce qu'il était à moitié mort, quoi. Et c'est ici qu'on va faire une petite démo qui est assez sympa, si on veut bien. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que quand j'ai deux circuits séparés, j'ai aucun souci. Donc ici, j'ai un circuit, j'ai un générateur, une boucle, et là-bas, j'ai une boucle et une résistance. Quoi que ce soit qui se passe dans le premier circuit, ça n'a aucune influence sur le second. Alors, ne venez pas me parler de couplage magnétique, c'est pas de ça dont on parle pour le moment. On parle de courant continu. Hein? Bon. Alors, j'ai ça. Mais alors maintenant, je vais m'arranger pour qu'il y ait un point commun, que les deux boucles se touchent. Qu'est-ce que ça va avoir comme différence, comme changement? Rien, si ce n'est que cette tension-ci va être amenée à la même tension que là. C'est tout. Mais il n'y a rien de spécial. On ne va pas se casser la tête. Par contre, si j'ai deux points communs, alors là, c'est ici que ça commence. Ici, j'ai ça. Ici, j'ai une certaine résistance. J'ai un courant qui circule dedans. Donc, aux bornes de la résistance, j'ai une force électromotrice qui apparaît, qui est injectée dans ce circuit-là, et ainsi de suite, ça devient le bordel. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? C'est que quand j'ai deux circuits qui ont une impédance commune, eh bien, il y a une interaction entre les deux, forcément. Et si je sabote du courant dans une des deux boucles, je vais saboter le courant dans la deuxième boucle. Donc, j'ai ici bien deux fils séparés. On est d'accord? OK? Donc, je branche un des deux fils sur une de mes deux bananes là-bas. En m'arrangeant pour ne pas faire de courjus. Enfin, s'il y a un courju, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est l'autre? Et je branche l'autre fil comme ça. Bien. J'ai donc ici deux. OK, on les voit. Je les court-circuite. Et ma lampe s'allume. C'est merveilleux. Hein? Maintenant, on va un peu mesurer les courants. Alors, où est-ce que j'ai flanqué l'autre zozo là? Et voilà.
Alors, bon, oui, ça va, d'accord. Alors, on fait ça ici. Alors, dans le premier fil, alors, pourquoi il ne veut pas là? Il n'est pas dedans. Ah bon. Alors, mais il veut quand même pas donner. Ah, voilà. Là, sur le A en vert. Ok. Oui, j'ai combien d'ampères? Là, il est marqué 4,37. 4,37. Bon, d'accord. Si maintenant je prends les deux fils en même temps, qu'est-ce que je vais avoir? Il va rien trouver. D'accord? Bon. Si maintenant je m'amuse à faire deux passages dans mon ampèremètre, qu'est-ce que ça devrait me donner? Il veut dire comme un genre de ferrite. 0,882. Donc j'ai deux fois le courant. Ok? Donc jusqu'ici, ok, ça fait transformateur, blablabla, etc. Maintenant, je vais faire ça. Simple treillis. Alors, regarde bien. Non, c'est du 12 volts très haut, ça va, hein? Pas complètement fou le bonhomme. Ah oui, ça fait des petites vitesses. Ça s'allume comme. Voilà, j'ai ça. Alors, je vais bien mesurer, ici. Ok. On n'en prend qu'un. Oui, on n'en prend qu'un. Oui, ben, il faut toujours un petit peu de temps pour... Voilà. 0,426. Donc 4 ampères 26. À votre avis, par où le courant passe-t-il? Ben, ici. Oui, et puis il revient là-bas. oui. Et par où passe-t-il? Tout le tour. Et ici, par où passe-t-il? Dans le grillage. Dans tout le grillage? Non. Non. Non, une partie. Une partie. Bon, d'accord. Bon, on va prendre le chemin le plus court. 0,79 ampères, oui, 0,78. Ah bon? Et les 4 ampères qui manquent, mais ils se baladent un peu partout. Hein? Alors, parce que c'est parfois pas facile, ça a juste la dimension. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici? Il cherche. Il cherche. Parce que c'est probablement pas très élevé. Bon. C'est tellement faible qu'il n'a rien trouvé. On va un peu aller ici plus bas. Il cherche toujours. Il cherche toujours. Bon, c'est un machin chinois. Hein. Bon. Mais je reviens ici. Là, il revient à 0,8. 0,8. Et là-bas, on a 4 ampères et des chics. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça, c'est M. Kirchhoff qui nous embête. C'est-à-dire que partout où l'électricité peut passer pour nous emmerder, elle ne va pas nous rater. C'est à peu près ça. Quoi. Donc, merci. Oui, parce que c'est moi qui aurais lu, on n'aurait peut-être pas pu me croire. Hein. Kirchhoff avec le panier ici. En fin de compte, on a de mauvaises habitudes quant au neutre et à la Terre. On a l'habitude de les confondre. Et ce n'était pas gênant lorsque les courants de N étaient faibles, mais maintenant, bon ben voilà, c'est le même genre de truc. Ici, vous avez générateur, un fil, une lampe. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez par exemple 10 qui passent ici, qui traversent la lampe, et ici, vous avez une partie de votre courant qui va dans le fil de neutre, mais une partie du courant qui est partiellement dérivée et revient par tout le système de Terre, le système soi-disant équipotentiel. Mais l'équipotentialité, d'après les textes, ça se limite à, on ne peut pas dépasser 1 volt de différence. Mais quand on a 1 volt de différence et qu'on a 10 milliohms de résistance, ça fait 100 ampères, hein, mine de rien. Donc, on va voir des choses qui sont pas mal sympas. Alors ici, ben voilà, de fait, le réseau de Terre, il est partout. Hein.
Donc là, c'est le transfert, c'est encore de l'allemand. Ça, c'est ce qu'on appelle le TGBT en français, tableau général de distribution basse tension. Hein, les utilisateurs, et puis, on injecte ça partout, partout, partout. Et alors, où est le problème? Cette habitude, c'était généralement justifiée par une diminution des coûts, voire pseudo-amélioration de la sécurité. Ben oui, monsieur, si j'ai une connexion terre-neutre et que j'en ai une deuxième plus loin, si on a une des deux qui lâche, bon, ce n'est pas un argument, quoi, mais enfin... C'était pas très gênant lorsque le courant de N était assez faible. Mais maintenant, les courants vagabonds augmentent fortement aussi. Ils se baladent un petit peu partout. J'ai une petite question. Oui. Ici en Belgique, on a en fonction un réseau TT-Terre-Terre. Non. On a le réseau Terre-Terre en distribution résidentielle. Exact. Donc chez toi, on va le voir, on va le voir. Dans l'éclairage public, c'est un réseau TNC. Ce qui est une grosse connerie. On va le voir, parce qu'il y a quelques slides là. Oui. Donc, c'est parce qu'il y a la distinction en domestique, on sait très bien qu'on ne met jamais le neutre à la terre. Non, c'est exact. C'est exact. Alors ici, par exemple, il y a un pontage qui est préinstallé quand on achète ce filtre-là. Il y a un pontage ici. Puis alors l'installateur, il oublie d'enlever. Donc, mais c'est réglementaire en Allemagne, non. Ce pontage-là, non. Pas comme ça. Je vais te montrer une photo. Tu vas avoir une photo où tu vas dire ah, il y a des trucs. En fait, on est, du point de vue sécurité pour ce genre de choses, on est meilleur en Belgique qu'en Allemagne. On est meilleur. Et là où ils sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs, c'est en Angleterre. Ne fût-ce que les prises anglaises et les fiches anglaises, c'est horrible, c'est gros, mais ce sont les meilleurs. Voilà, le pontage est préinstallé. On a oublié de l'enlever. Oh, il y a d'autres cas. Hein. Ici, c'est pas mal non plus. Hein. On transforme une terre en neutre, on met simplement un petit sticker bleu. Voilà. Proscrit par les régimes, ça. Non, c'est pas en Belgique non plus. Alors, quid des régimes de terre? On y vient. TNC, le pire de tous, à oublier tout de suite. On en parlait. Pourquoi? Parce que je mets à la terre ici via ça. Et c'est là où on se rend compte, il y aura un truc plus loin où vous allez voir qu'avec un disjoncteur différentiel 30 ampères, j'ai dit 30 ampères différentiel, hein, on fait sauter une installation à cause d'une connerie dans ce goût-là. En fait, à quoi ça servait-il d'avoir des prises de terre? Maintenant, je dirais que ça sert quasiment plus à grand-chose. À l'époque, c'était tout simplement parce que si j'avais ici un défaut d'isolement, par exemple, et qu'un fil touchait la carcasse de la machine à laver, eh bien, c'était pour faire circuler dans tout ce machin-là un courant suffisamment pour faire fondre les plombs, les fusibles. C'est pour ça que la résistance de terre devait être la plus faible possible. Mais c'était ça l'histoire, faire fondre les plombs quand il y a un problème. Voilà. Ça, c'est en Allemagne, hein, et c'est réglementaire. Parce que ça, c'est le neutre et la terre ensemble. Et ici, c'est rien qu'un aspect terre. Or, si maintenant, au tableau de distribution, il y a quelqu'un qui s'amuse à permuter les deux fils, on est beau, hein? On est beau, hein? Alors, il y a des moments... Maintenant, il y a des moments où ils sont un peu moins, excuse-moi l'expression, mais chiants que chez nous. Entre autres, chez nous, si on dit, tiens, ben, j'ai un fil rouge, place dans un câble, je veux que ça devienne un fil de terre. Strictement interdit. En Allemagne, toutes les parties visibles du fil doivent être recouvertes d'une gaine jaune et vert. Et voilà, c'est pas plus con que ça. Mais le jaune et vert ne peut pas être considéré comme actif. Non, mais c'est ce qu'il fait parfois, sans le faire exprès. C'est exact. C'est exact. Alors, le TNC, alors là, on est ici, à partir de cet endroit-là, on est terre et neutre séparés. Mais ici, on a quand même, comme je verrai tout à l'heure, un cas où c'est justement ici derrière, là, qu'on a le fameux disjoncteur différentiel, 30 ampères. C'est ici pas très loin, c'est une trentaine de kilomètres de Liège. TNS, ça c'est tout simplement le meilleur. Terre neutre totalement séparée, point à la ligne. C'est avec ça qu'on a le moins d'ennuis, et les aspects courant harmonique et courant haute fréquence qui se baladent dans le neutre, on ne les injecte pas dans le circuit de terre. Mais, remarquez bien que vous avez 5 fils au lieu de 4, ça coûte plus cher.
C'est pour ça que quand des électriciens font remise de prix pour des grosses installations, ils poussent le TNC parce que ça coûte moins cher. TT, ça c'est en résidentiel. Hein? Donc le niveau de terre ici, le potentiel de terre ici et là-bas ne sont pas forcément les mêmes. Bon, parce que il faut bien dire que souvent, moi par exemple, ma résistance de terre, j'habite sur, je ne dirais pas un sommet, mais enfin presque, c'est très sablonneux. Moi descendre en dessous des 36 ohms, j'y arrive pas, sauf avec quelques du style, juste avant une visite, on vide de l'eau avec du sulfate de cuivre et des trucs dans ce goût-là. Oui, mais le sel va corroder, plus le sulfate de cuivre, mais ça coûte plus cher. Je vous racontais que je me suis occupé à un moment donné d'une salle de spectacle, je l'ai dit tout à l'heure, les résistances de terre n'étaient pas bonnes. Et on n'avait pas le droit de se connecter aux tuyaux ni à ce genre de trucs. Alors avec un copain, ce qu'on avait fait, c'était dans des remblais bien cachés, enterrés, il y avait un rhéostat et deux fils qui raccrochaient les deux. Et chaque fois que les gens venaient faire une visite, mettez du sulfate de cuivre, c'est beau. Et nous, on diminuait un peu le rhéostat jusqu'au moment où la court-circuité. Et le gars qui faisait les visites, il doit certainement être mort maintenant, il dit « Voyez que ça marche le truc du cuivre. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. » Et alors IT, il y en a où c'est totalement indépendant, c'est flottant. Alors, c'est pas courant, ça devient de moins en moins courant, mais c'était entre autres utilisé, entre autres, je sais pas, inscrit chez GSK. Les GSK sont des clients, eh bien, dans les trucs pharmaceutiques, etc., quand vous avez des systèmes qui doivent fonctionner et ne pas s'arrêter, même s'il y a un problème de mise à la terre d'une des phases, eh bien, ici, dans ce cas-ci, si vous avez soit ça, soit ça, soit ça qui se met à la terre, ça continue à fonctionner. Il ne faut pas qu'il y en ait deux en même temps, hein. Mais alors, vous avez des équipements qui sont très coûteux, qui s'appellent des vigilômes, qui mesurent sans arrêt les tensions, l'impédance, qui font monter un peu, descendre un peu, qui voient si le système réagit, hein, et qui lancent une alarme si jamais il y a quelque chose. C'était aussi le cas pour les salles d'opération dans certaines cliniques, etc. Parce qu'en plein milieu du jeu de quilles, merde, il n'y a plus de courant, bon, c'est rien à faire. Donc chez GSK, alors bon, maintenant, comme la plupart des équipements ont des UPS, des no-break avec batterie, etc., ça ne se justifie plus tellement. J'ai connu une installation ainsi, où en fait il y avait les équipements de mesure et d'alarme bien précis qui étaient supposés faire aller une sonnerie. Ils n'ont jamais connecté la sonnerie. Et puis ils sont étonnés un jour d'avoir des problèmes. Il y a un exemple de réseau IT ici dans la région, c'est à Tollery de Loire-Mathieu à Marchand. Justement pour assurer un service continu 24 heures sur 24 en condition de premier défaut. Voilà. Mais il faut des CDI, contrôleurs permanents d'isolement, à toutes les logettes haute tension. Oui, oui, bien sûr. Et alors, où est-ce que c'était encore oui, dans certaines usines chimiques qui font de la production basée sur l'utilisation d'électricité, et si on arrête la production, ça risque de péter. Donc, mais de moins en moins, maintenant de plus en plus, on joue avec des UPS. Mais maintenant, pour des trucs où il y a d'énormes consommations de courant, ça peut justifier. Bon, je vais passer là-dessus, parce que ce sont des normes, mais des normes qui disent, bon, il ne faut plus jouer avec ces genres de trucs où on met terre et neutre ensemble. Alors ici, j'ai de nouveau, je ne sais pas pourquoi dans mon PowerPoint, il y a des petits dessins de PC là, qui disparaissent. Donc imaginez-vous qu'il y a ici un PC, et là un câble blindé qui relie les trucs, et on connecte la terre et le neutre là-bas. Ben, qu'est-ce qui va se passer? On croit qu'on a un TNS, mais en réalité, on a du TNC qui se fabrique ici. Et le problème, c'est que, je ne sais pas si ça va se voir, ah voilà. Ici donc, j'ai des courants qui se séparent entre le neutre et la terre, mais j'ai des courants qui vont circuler dans une boucle. Et une boucle dans laquelle circule un courant, qu'est-ce qu'on a au centre de la boucle? Un champ magnétique. Champ magnétique qui, dans certains cas, peut être assez coquin. Alors, pour détecter les champs magnétiques, on a ce genre de petit truc, qui est pas mal. Hein, il y a des échelles jusqu'à 3 milligauss, 100 milligauss, etc. Ça, c'est relatif. Enfin, ça coûte 150 €. C'est américain, ça marche très bien. Mais si vous allez sur Internet, pour moins de 30 €, vous avez ce bidule-ci. Alors, au lieu d'avoir une belle aiguille, vous avez des petites diodes électroluminescentes. Et alors, dans certains cas, même si vous avez des montres électroniques, elle est électronique. Oui. Oui.
On voit les petites loupiottes qui clignotent avec le... Bon, ça, c'est tout ça. Vous pouvez le fabriquer vous-même, c'est pas très compliqué non plus. Hein, je sais que les radioamateurs, c'est bien jouer avec du fer à souder. OK? Bon, c'est toujours le même genre de truc. Ah, voilà, par exemple, dans un câble blindé, 9 ampères et demi dans le blindage. Alors, on s'étonne que ça ait fondu. Parce qu'on a raccordé des équipements et hop, on a fermé une boucle. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais enfin, ça arrive. Ici, les champs magnétiques, donc ça c'est ce que je vous disais. Alors, démo, on ne sait pas le faire ici pour le moment. Alors, tout le monde croit que dans la Terre, c'est une poubelle qu'on flanque, s'écrase dedans. C'est pas vrai. Tout d'abord, il n'y a qu'une seule Terre. On vous parle de la Terre de protection opérationnelle, fonctionnelle, IT, téléphonie, etc. Ma Terre, votre Terre, la leur, etc. Il n'y en a qu'une seule. Une seule. Elle est là, elle a son impédance, et elle vous connecte aux voisins. Bon, par exemple, hypothèse, ma Terre, elle est propre. J'ai une belle Terre. Potentiel absolu, 0, 0, 0, nickel. Donc je l'utilise comme poubelle et j'injecte tout un tas de crasse. Okay. Mais ce faisant, je pollue la Terre de mes voisins, puisqu'ils sont connectés à moi. Mais mes voisins font la même chose que moi. Conclusion, ma Terre n'est pas propre. Je ne peux jamais postuler qu'elle soit propre. Alors, quand on vient vous raconter, oui, ça, on en parlera si vous voulez une autre fois, parce que ça peut être pas mal, les interférences et battements, c'est pas mal non plus.